Aimables téléspectateurs de Cherche la télévision, partout où vous nous regardez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous quotidien avec l'information en direct sur Cherche la télévision. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, ouverture officielle de la 4e édition des Journées du Poisson au Mali, initiée par le projet de restauration des terres dégradées au Mali et ses partenaires. La cérémonie est placée sous la présidence de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a eu lieu ce jeudi 11 décembre 2025 au Palais de la Culture à Amadou, en Pateba, en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Reportage Tenenya Traoré, Draman Mali. Pour la 4e fois consécutive, les acteurs de la filière poisson du Mali, en collaboration avec le ministère de l'élevage et de la pêche au Mali, organisent les journées du poisson avec comme thème valorisation de la production piscicole comme stratégie d'amélioration des moyens de subsistance et de renforcement de la résilience communautaire face aux impacts du changement climatique. Après les mots de bienvenue du maire de la commune 5 du district de Bamako, le président de l'interprofession de la filière poisson, prenant la parole, demandera humblement aux officiels d'observer une minute de silence en la mémoire de Feu Siriman Sako. L'année dernière encore, il portait cette cérémonie avec un sens rare du service et une disponibilité sans faille. Que son souvenir demeure vivant parmi nous et que son engagement soit jamais oublié. Cette 4e édition des Journées du Poisson est un rendez-vous majeur pour la souveraineté alimentaire de notre pays. La production aquacole se renforce, les capacités d'alevinage s'améliorent et des unités modernes de transformation et de conservation émergent sur l'ensemble du territoire. Grâce à l'implication de plusieurs partenaires, plusieurs départements, mais plus précisément à travers le projet de restauration des terres dégradées, PRTD. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour magnifier le sous-secteur de la pêche à travers le poisson dans sa dimension économique, culturelle, sociale et nutritionnelle, a été un espace du donner et du recevoir entre les acteurs de la filière poisson et ses différents partenaires. Cette journée symbolise également l'esprit de coopération qui unit la Banque mondiale et le gouvernement du Mali autour d'une vision commune, celle d'un développement durable, inclusif et fondé sur la valorisation des ressources naturelles du pays. Et en termes d'emploi, on peut parler d'emplois directs de plus de 1200 et en termes d'emplois indirects, environ 7000. La pêche étant un pilier de développement au Mali, dédier ces 3 jours aux poissons démontre l'importance que nos plus hautes autorités accordent au secteur. Ces journées permettront de présenter aux consommateurs une gamme de produits de pêche et d'aquaculture, de métiers de la pêche et de l'aquaculture, des recherches nutritives que regorge le poisson. Des échanges auront lieu entre les différents acteurs sur le partage d'expériences en matière de production, de transformation, de commercialisation du poisson. En plus, des messages clés seront diffusés en rapport avec le sous-secteur et de la pêche. Bien sûr qu'avec la dégradation de nos écosystèmes aquatiques et nos terres, de la résilience des couches vulnérables, notamment les femmes et les jeunes et les personnes faibles. Enfin, c'est une opportunité pour faire mieux connaître le poisson sous toutes ses formes. Ces journées ont pour objectif de porter la réflexion sur les défis en vue d'accroître les investissements pour le développement et la promotion du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture en général et de la filière poisson en particulier. Le secteur de la pêche et de la pisciculture comme moteur de croissance constitue un objectif pour le gouvernement de transition
sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Donc nous saluons l'organisation de ces journées dédiées aux poissons. Au nom du chef de l'État, je voudrais remercier et féliciter les organisateurs et le ministère de l'élevage et de la pêche pour son implication. C'est également l'occasion de saluer chaleureusement les pêcheurs, les pisciculteurs et tous les acteurs de la filière de pêche dans notre pays. Et j'associe à ces remerciements bien entendu les partenaires, je pense à la Banque mondiale et les différentes organisations non gouvernementales et associations intervenant dans ce secteur. La remise symbolique d'aliments poissons et d'une visite guidée des stands d'exposition ont mis fin à la cérémonie. Autre activité gouvernementale, celle du Centre d'information gouvernementale du Mali, en abrégé SIGMAN, donc, où les responsables ont initié un panel de haut niveau avec les acteurs de la presse sur l'information et la communication dans un contexte de cabale médiatique contre le Mali, donc pour éclairer la lanterne de l'opinion publique nationale et internationale. L'événement a été placé sous la houlette du ministre de la Communication et de la Modernisation de l'administration. C'était ce jeudi 11 décembre 2025 à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. Le point avec Amadou Kamara et Séniaré. Ce panel de haut niveau avec les acteurs de la presse sur l'information et la communication a pour objectif de rendre publiques les stratégies et les mécanismes de riposte à la cabale médiatique contre le Mali. Initier ce panel aujourd'hui, le Centre d'information gouvernementale du Mali, en partenariat avec la Maison de la Presse et la DIRPAM, c'est vraiment pour mobiliser l'ensemble de la presse, l'ensemble des acteurs de communication pour faire face à cette cabale médiatique qui frappe aujourd'hui notre pays. Nous sommes en guerre. La guerre, ce n'est pas que les armes, c'est aussi la communication. Donc, nous sommes venus échanger nos idées pour élaborer ensemble, développer ensemble des stratégies ici pour faire face à cette cabale médiatique contre notre pays. Les fausses informations, la désinformation est inacceptable. Nous subissons de plus en plus. Alors, nous, au SIGMA, nous avons suggéré à la DIRPA, à la Maison de la Presse, de mobiliser l'ensemble de ces acteurs pour qu'on puisse venir ensemble ici, partager nos expériences, partager nos points de vue pour nous armer également, pour faire face à cette désinformation. Les experts panélistes ont tour à tour débattu à bâton rompu les différentes thématiques liées à cette cabale médiatique contre le Mali. Aujourd'hui, c'est plutôt la désinformation qui est en train de devenir la règle. Et c'est pourquoi nous sommes menacés. Nous sommes menacés, nous devons nous lever, nous devons nous unir, la presse dans toutes ces tendances pour pouvoir tenir. Parce que tout le monde est devenu journaliste, tout le monde est devenu reporter, tout le monde diffuse de l'information, tout le monde publie de l'information, jusqu'à ce que le métier qui est reconnu de journalistes se trouve noyé. Et donc, nous sommes en danger. Nous sommes en danger et nous devons agir. Notre rôle, c'est un rôle qui est très simple. Il s'agit d'informer. Maintenant, comment informer? Il s'agit d'informer utilement, il s'agit d'informer proprement, il s'agit d'informer sainement. Alors, ce travail d'information est bien évidemment encadré par des textes. Lesquels textes ne sont pas en phase avec les réalités du monde actuel. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour que tous les débats qui se posent aujourd'hui en juxtaposant journalisme, communication, je crois que c'est des sujets qui en réalité ne devraient pas se poser si véritablement le travail qui a été fait sous la houlette de nos aînés depuis 2021, si ces travaux avaient été pris en compte, on aura déjà défini les rôles et responsabilités et la place de tout un chacun. La communication opérationnelle, c'est de rendre visible et lisible tout ce que les forces font sur le terrain afin qu'elles puissent bénéficier de l'appui, du soutien et de l'accompagnement de la population. Voilà définir très brièvement ce que c'est que la communication opérationnelle. Cette communication opérationnelle est partie intégrante, c'est une partie intégrante des opérations. Elle joue le même rôle que l'aviation. Elle joue le même rôle que les blindés sur le terrain.
elle joue le même rôle que l'infanterie, elle joue le même rôle que la cavalerie. Donc, c'est une fonction opérationnelle qui est là et qui constitue la guerre, la communication opérationnelle. Donc, elle vise donc à informer le public, qu'il soit interne ou externe, à expliquer les objectifs et les enjeux des opérations que les forces entreprennent sur le terrain, à protéger l'image et la légitimité des forces régulières, mais aussi à contrer la désinformation et les récits adverses, informer à temps réel, à rassurer les populations, mais valoriser toutes les actions que les forces mènent sur le terrain. Pour le ministre de la Communication, cette cabale médiatique contre le Mali n'a d'autre objectif que de dénigrer et saper le moral des troupes pour affaiblir le système et l'outil de défense nationale. Depuis plusieurs mois, le Mali fait face à une offensive d'un genre nouveau, une guerre silencieuse mais redoutable, la guerre de l'information. Oui, elle existe et elle est fatale et mortelle. Un acharnement médiatique multiforme, international, régional et même interne cherche à déformer la réalité, à manipuler l'opinion, à démoraliser nos populations et à saper la confiance en nos forces de défense et de sécurité. À cela s'ajoute la diffusion massive sur les réseaux sociaux et dans certaines colonnes nationales de rumeurs, de montages et de fausses informations alimentées par des forces obscurantistes et leurs relais locaux. Notons que ce panel de haut niveau avec les acteurs de la presse sur l'information et la communication dans un contexte de cabale médiatique contre le Mali a permis aux panélistes et participants de faire un maillage de la situation. Bref, une occasion de fédérer l'ensemble des actions de communication dans l'intérêt supérieur de la nation. Voilà donc les hommes des médias maliens s'unissent face à ce phénomène. Autre actualité dans ce journal, le conseil d'administration de la maison d'Iage de Bamako a tenu une session extraordinaire ce jeudi 11 décembre 2025 dans les locaux de la dite structure. Le point avec Safiatou Sidibi Abdoulaye Sogodogo. En prélude au Hajj 2026, le conseil d'administration de la Maison du Hajj a tenu cette session extraordinaire afin d'échanger sur les exigences de l'Arabie Saoudite pour le pèlerinage à venir. Il s'agit notamment de l'aspect sanitaire qui exclut du voyage à toute personne atteinte de l'une des 8 maladies citées par le pays d'accueil. Nous, on a analysé, on a envoyé des correspondances pour nous expliquer encore de plus, pour qu'on puisse informer nos autorités. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun document qui nous donne les détails de Hajj direct. Voilà. Et seulement, il y a des critères pour ça, parce que les nombres minimum pour une agence privée, pour traiter avec des opérateurs saoudiens, il faut 2000 pèlerins. Voilà, 2000 pèlerins. Et tout ce qu'ils nous ont transmis, sont des critères. Et les critères sont là et c'est difficile parce que s'occuper de 2000 pèlerins en Arabie Saoudite, c'est difficile. Voilà, donc maintenant il y a des critères pour ça. Il y a l'expérience, il y a aussi les moyens financiers, il y a aussi les états financiers, il y a la capacité financière, il y a aussi la garantie bancaire. Il y en a tellement, à peu près 35 conditions qui nous ont transmis. Maintenant, on a transmis ça à nos privés et ils pensent que vraiment ça, il faut abandonner ça. Donc, de toutes les façons, nous aujourd'hui, on s'est réunis pour débattre tout ça là et avec les administrateurs, voir maintenant la conduite à tenir pour ce qui concerne l'organisation des Hajj cette année avec les deux options. Et surtout que voilà, les textes réglementaires que nous en a aujourd'hui ne nous permettent pas ou n'ont pas prévu le Hajj direct. Cela veut dire que laisser le privé aller traiter avec un autre privé étranger en dehors du Mali. Ce n'est pas prévu dans la loi qui régit la maison du Hajj.
la loi portant création de la maison du Hajj. D'autres aussi points qu'on va débattre aussi, sont les exigences sanitaires. L'Arabie Saoudite a jugé nécessaire cette année et qu'aucun pèlerin ne rentre en Arabie Saoudite avec des maladies, avec des 8 maladies. La maison du Hajj et ses partenaires, à la suite de cette session extraordinaire, entendent trouver des points de convergence afin que le pèlerinage à la Mecque 2026 se passe dans de très bonnes conditions. Et cette année, les autorités saoudiennes ont introduit de nouvelles exigences par rapport au Hajj. Donc il s'agit notamment principalement de 2 options. Donc la première option, c'est de placer l'ensemble des agences de voyage sous la supervision de la maison du Hajj. Voilà, donc ce qui est conforme donc à nos textes, à l'ordonnancement juridique malien. Et l'autre option, c'est donner la possibilité aux agences de voyage privées de contracter avec les privés saoudiens. Donc il y a également cette deuxième option, mais cela n'est pas conforme à l'ordonnancement juridique actuel. Cette session extraordinaire du conseil d'administration de la Maison du Hajj a enregistré la présence de représentants de plusieurs ministères, du Haut Conseil islamique du Mali et aussi des agences de voyage et du tourisme agréées. Voilà pour l'activité gouvernementale de ce jour. À présent, nous ouvrons une petite page sur la commémoration de l'anniversaire de la sainte fille du saint prophète Mohammed paix et salut. Et sur lui, donc pour ce faire, une grande soirée de prêche est organisée par la Fédération Ansardine internationale. C'était dans la nuit du mercredi 10 décembre 2025 au terrain de football de Bankoni, Djankine-Bougou, en présence de plusieurs fidèles musulmans venus en grand nombre. Le point avec Samira Sanogo et plusieurs de nos équipes de reportage. Les fidèles musulmans composés en grande partie des Ansar et sympathisants ont pris d'assaut le terrain de football de Djangene-Bougou. Objectif, prendre part à la traditionnelle soirée de prêche organisée pour célébrer l'anniversaire de Fatima Zahra, la fille bien-aimée du saint prophète Mohammed paix et salut sur lui. Pour cette tradition instaurée par la Fédération Sardine internationale, les fidèles musulmans venus en grand nombre se réjouissent. Nous saluons la famille chérifienne, notre guide spirituel, la Seri Chérif Ousmane Haïdara, et toute sa famille, la grande famille chérifienne, et tous les Ansars du monde entier. Et ce soir est l'anniversaire de la fille de notre prophète Mohammed. Et nous célébrons son anniversaire. L'anniversaire dont notre guide spirituel, la Seri Chérif Ousmane Haïdara, nous a indiqué et nous a dit aussi les importances. À l'image des années précédentes, Haïdara Fatoumata Traoré a beaucoup investi cette année encore, et c'est là pour rehausser l'éclat des festivités. Occasion idoine pour les intervenants de louer ses efforts et sa bonne volonté. Nous saluons toutes nos mamans, et précisément Tanti Fatoumata Traoré, puisque l'anniversaire de Fatima Zahra, son homonyme, c'est elle qui organise. Donc nous venons la soutenir et nous la saluons. Nous prions pour elle, nous faisons les bénédictions pour elle, puisque toute personne qui sollicite et qui donne l'ampleur à la famille de notre prophète, tout musulman doit soutenir cette personne. Donc nous disons Dieu merci que la famille chérifienne est prête pour célébrer toutes les cérémonies de notre prophète. Donc nous la saluons, que Dieu l'aide et qu'il la donne tout ce qu'elle veut sur cette terre et de l'au-delà. Il est dans le devoir de tout bon musulman d'aimer la noble descendance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Prendre part donc à une soirée de prêche organisée pour la circonstance ne peut être qu'une satisfaction et de réjouissance au dire de certains de nos interlocuteurs. Donc vraiment, nous remercions le bon Dieu et aussi notre guide, vraiment, c'est lui qui a été l'origine. C'est lui qui a été à l'origine de tout cela. Donc nous avons connu le prophète
et ses descendants, c'est grâce à Cheikh Chérif Ousmane Madane Haïdara. Et cette fête aussi, donc c'est grâce à lui. Donc vraiment, en tout cas, la joie est là aujourd'hui. Vous-même, vous voyez, donc nous sommes là, tout le monde est présent, il y a partout. Les gens sont venus de tous les horizons, même donc de l'extérieur, dans la sous-région. Donc les gens sont venus. Donc c'est pour venir en tout cas s'ajouter à notre shérif et sa sainte famille à célébrer cette grande fête. Connaître la valeur du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui et sa descendance jusqu'à les célébrer en grande pompe, la tête haute. Les Ansar doivent en grande partie cette reconnaissance au président de la Fédération islamique et sa suite. C'est pourquoi, dans leurs interventions, ils ont tenu à lui rendre un hommage bien mérité. Moi, je suis très ému parce que c'est une grande nuit, on peut dire. Ce n'est pas une nuit qui est vraiment pareille aux autres nuits. C'est une grande nuit, on peut dire, parce que la fille au prophète du prophète, vraiment, c'est une femme sainte. Elle est vraiment sainte. Donc c'est pour dire que vraiment tout musulman doit fêter cette fête-là. La naissance du fils du prophète, c'est vraiment une fête à fêter vraiment. Je suis très content parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont venues pour cette raison. Donc on peut dire vraiment que c'est vraiment bien. Je suis très content à vrai dire. Mobilisés et déterminés pour le réussir Constance, les fidèles musulmans venus des 4 coins de la capitale malienne, environnant et même hors du pays, ont été tenus en haleine par des prêcheurs ansar se succédant à la parole. Pour clore en apothéose cette grande soirée de prêche, les derniers mots sont revenus comme d'habitude à la famille chérifienne. Et c'est ceux du shérif Ahmed Tidiane Haïdara, au nom de toute la famille qui a conclu les travaux en égrenant les vertus de la famille du prophète Mohamed, paix et salut sur lui et sa descendance, la portée spirituelle des cérémonies du genre, le tout couronné d'un rappel sur les caractères pieux de Fatima Zahra. Un autre temps fort a été la participation à la nuit des prêches du guide spirituel de Ansar qui, à travers un appel téléphonique depuis sa position hors du pays, a salué l'initiative et encouragé les fidèles à la pérennisation des actes du genre, célébrant le prophète Mohamed, paix et salut sur lui et sa descendance. Voilà ce qui nous permet d'ouvrir la page internationale. C'est en plus bref et en image commenté par Moussa Famba. Les terroristes n'ont que 2 choix, fuir le Burkina Faso ou mourir. Ibrahim Traoré s'adresse à la nation. À la veille des 65 ans d'indépendance du Burkina Faso, le président a adressé un message à ses compatriotes. Les principales idées de son discours du 10 décembre sont la victoire des forces armées burkinabées. En seulement 1 mois, des bastions terroristes considérés comme impénétrables ont été reconquis, toutes les résistances ennemies ont été écrasées et aucune perte en vie humaine n'a été déplorée du côté national. Le Burkina Faso est une vitrine et un modèle de révolution progressiste populaire, observé avec attention par l'Afrique et le reste du monde. Pour atteindre la souveraineté pleine et entière, les opérateurs économiques doivent changer de logiciel, investir massivement dans la transformation locale des matières premières et faire du Burkina Faso un pays exportateur de produits finis plutôt qu'un simple fournisseur de ressources. La souveraineté doit être totale, alimentaire, sanitaire, militaire, industrielle. Des progrès concrets et rapides ont déjà été réalisés dans tous ces domaines. Les terroristes autrefois installés en maître sur de vastes portions du territoire sont aujourd'hui en pleine déroute et en fuite. La lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme reste quotidienne et le chemin tracé par le Burkina Faso doit inspirer les autres peuples africains en quête de liberté, de dignité et de prospérité réelle. C'est une prouesse extraordinaire vraiment. Les Sénégalais saluent la baisse des prix du carburant et du gaz butane. Ces mots prononcés par un usager à Dakar au micro de Sputnik Afrique résument le soulagement général au Sénégal après l'entrée en vigueur le 6 décembre de la nouvelle structure des prix décidée par la Commission de régulation du secteur de l'énergie. Nous l'accueillons à sa juste valeur parce que nous sommes dans une situation vraiment très difficile, commente un autre conducteur. Donc si le gouvernement parvient à baisser le prix du carburant, on ne peut que s'en féliciter et les encourager. Concrètement, les prix à la pompe ont baissé de plusieurs dizaines de francs dans la plupart des stations et les bouteilles de gaz domestique affichent désormais des tarifs arrondis sensiblement revus à la baisse.
Dans un contexte de forte inflation, cette réduction est ainsi largement saluée comme un geste concret du gouvernement envers les ménages et les transporteurs. De nombreux États membres de l'Union européenne soutiennent la Belgique qui s'oppose à l'expropriation des avoirs russes gelés, a déclaré le Premier ministre Bart De Wever. Les pays de l'Union européenne partagent la position de la Belgique sur le caractère inacceptable de l'utilisation d'actifs russes pour financer l'Ukraine, a déclaré le Premier ministre cité par la VRT. De Wever doutait que la décision d'exproprier les actifs soit soutenue lors du sommet de l'Union européenne les 18 et 19 décembre, même si la Commission européenne insistait sur un vote à la majorité qualifiée. La partie n'a pas encore commencé. La Belgique n'a pas cela dans son ADN, contrairement à la Hongrie. Nous n'avons pas l'intention de bloquer la décision si elle est unanimement soutenue, mais cela est peu probable, a poursuivi le Premier ministre. Il a déclaré avoir posé 3 conditions à la Commission européenne, notamment la fourniture de garanties financières juridiquement contraignantes à la Belgique par les pays de l'Union européenne couvrant la totalité des avoirs russes, mais il est sceptique quant à la possibilité que ces exigences soient remplies avant le 18 décembre, date à laquelle se tiendra à Bruxelles le dernier sommet de l'Union européenne cette année. J'en ai parlé directement à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et au chancelier allemand Friedrich Merz, a déclaré De Wever. Le nombre de soldats thaïlandais tués lors d'affrontements frontaliers avec le Cambodge s'élève désormais à 9 et 120 personnes ont été blessées, a rapporté l'agence de presse Xinhua, citant le ministère thaïlandais de la Défense. Le ministère a indiqué qu'environ 200 000 civils ont été contraints de fuir leur foyer en raison des combats. Il a également confirmé le décès de 3 réfugiés. Selon le rapport, 849 abris temporaires ont été mis en place à travers le pays et 200 hôpitaux ont subi des dégâts. Par ailleurs, le ministère cambodgien de la Défense a annoncé que 10 personnes avaient été tuées et 60 autres blessées, alors que le conflit continue de s'intensifier. Des affrontements armés ont débuté à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge le 7 décembre. Lundi matin, l'armée royale thaïlandaise a signalé que les forces cambodgiennes avaient bombardé les positions thaïlandaises dans la zone frontalière. L'armée de l'air thaïlandaise a riposté en attaquant les infrastructures militaires cambodgiennes. Le deuxième commandement militaire thaïlandais a également rapporté que le Cambodge avait bombardé le territoire thaïlandais lundi et mardi à l'aide de lance-roquettes multiples BM-21 et de drones kamikazes. L'armée thaïlandaise a riposté pour reprendre le contrôle des zones clés et infliger des pertes à l'ennemi. Et avant de refermer ce journal, direction Kéniéba, donc, où nous allons également continuer jusqu'à Sitakli. Voilà, la commune rurale de Sitakli a célébré le centenaire de son école fondamentale ce lundi 8 décembre 2025. Un événement majeur pour la communauté locale. Cette initiative des ressortissants de la localité vise à mettre en lumière l'importance de l'éducation, le rôle crucial que joue l'école dans le développement socio-économique. Kadia Traoré et Abdoulaye Sogodougou sont nos envoyés spéciaux. Sitakli, située dans le cercle de Kéniéba, région de Kaï, est une commune rurale qui a connu des progrès significatifs dans le domaine de l'éducation ces dernières années. La création de l'école fondamentale en 1925 par Feu Simbo Keïta a marqué un tournant important dans l'histoire de la commune, offrant aux enfants de la région l'accès à l'éducation et aux opportunités de développement. L'école de Sitakli a été un phare pour la région de Kaï, un symbole de progrès, de solidarité et de résilience. Elle a formé des leaders, des enseignants, des médecins, des ingénieurs, des artisans, des hommes et des femmes qui ont porté haut les valeurs de l'éducation et du travail. Vous me permettrez de rendre un vibrant hommage à un homme dont l'école portera désormais son nom. Il s'agit de Feu Simbo Keïta. L'occasion a été mise à profit pour souligner les réalisations de l'école et les efforts déployés pour améliorer l'éducation dans la région. L'école de Sitakli a contribué de manière irremplaçable à l'édification de notre nation, prouvant que l'éducation est bien l'ascenseur social le plus sûr. Cet anniversaire est donc l'occasion de dire un immense merci à tous ceux qui, de génération en génération, ont porté cet héritage. Les directeurs,
les instituteurs, le personnel administratif et les parents d'élèves. Bon, Simon Keita fut le premier directeur vraiment de l'école fondamentale de Stakli. Quand il fondait l'école de Stakli, l'école avait 2 classes. Donc, depuis sa création, sa première promotion vraiment était composée de 50 élèves. Aujourd'hui, on a commémoré l'école de Stakli et vraiment baptisé l'école au nom de Simbon Keita, vraiment le premier fondateur, le premier directeur de l'école fondamentale, au titre de reconnaissance de ses efforts qu'il a déployés vraiment pour la réussite de l'école de Stakli. La cérémonie a réuni des personnalités locales, des enseignants, des élèves et des membres de la communauté pour célébrer cette étape importante dans l'histoire de la commune. C'est une fierté aujourd'hui que cette cérémonie soit honorée ici à Stakli et que j'en fais partie. Parce que ce n'est pas donné de voir à tout le monde de fêter le centenaire. J'ai assisté des témoignages qui ont témoigné, qui ont fait des écoles dans cette école-ci, dans des conditions un peu difficiles. Comme vous le savez, avant, ce n'était pas donné à tout le monde d'aller à l'école. Donc aujourd'hui, j'ai eu cette fierté de voir aujourd'hui que cette école a une histoire. À travers le premier directeur, M. Simbo Keita, qui a aussi une histoire, qui a tout donné pour la réussite de cette école. Au terme de la cérémonie, l'école fondamentale de Stakli a été officiellement baptisée Groupe scolaire à Simbo Keita. Cette distinction est un témoignage de la reconnaissance de la communauté envers Feu Simbo Keita, qui a eu l'initiative de créer cette école en 1925, ouvrant ainsi la voie à l'éducation et au développement de la région. Voilà, donc nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner, comme tous les jours, ne partez pas. D'un mois à l'autre, vous retrouvez Mamadou Ben Chérif Soumano pour la version en langue nationale. Bon mois d'encan, d'ici là, portez-vous très bien et qu'Allah nous assiste.